Espace commun et population. Comment des lieux culturels, des lieux hybrides, des lieux singuliers, situés dans des quartiers populaires, rassemblent et sont à l'image de la variété des populations du territoire. Un lieu de rencontre informel où tout le monde peut venir. Pour que les gens se sentent un peu comme chez eux, mais en plus grand. Qu'il y ait une appropriation réelle par n'importe qui de cet espace pour n'importe quoi. Ce que j'appelle plutôt le mélange, moi, c'est la cohabitation dans les espaces. Moi, sans concertation, je ne sais pas faire. Je pense que tu n'es pas à l'écoute de ce qui peut être la priorité pour les habitants. Faut pas se leurrer, la mixité sociale, c'est quand même un défi, quoi. Ça se fait pas comme ça, quoi. Qu'il soit ouvert sur son quartier. Connaître un peu les gens avec qui on habite, c'est quand même sympa, quoi. Et dès qu'on ouvre les portes, les gens viennent. Pour ce second épisode, j'ai souhaité rencontrer une urbaniste. Pour ces professionnels, il est nécessaire de croiser une lecture sensible du territoire avec des données factuelles. Mobilité, réseau de transport, nombre de logements, commerces, écoles, entreprises, etc. Dans les projets de rénovation urbaine, il y a une obligation de réaliser une concertation des habitants avec une attention particulière dans les quartiers populaires plus qu'ailleurs, car les problématiques y sont complexes. Je cherche à comprendre comment la concertation avec les habitants s'opère, comment est-elle prise en compte pour penser des projets d'urbanisme. Est-ce réellement un outil de compréhension des territoires ? La motivation pour faire la concertation, c'est aussi un choix politique quand même. En n'oublions pas que la concertation, c'est aussi mettre en place à l'intérieur d'une collectivité des moyens pour le faire. C'est-à-dire c'est des postes de gens qui vont être en charge d'animer la concertation, de produire tous les supports d'information, d'être disponible le soir pour être présent dans le cadre de ces temps de concertation. Peut-être un peu aussi des dérives de ce qu'on entend par la parole des habitants, de la manière dont on l'interprète. Enfin, c'est de la sociologie urbaine, la concertation. C'est pas quelque chose, c'est pas du café du commerce, c'est à propos de comptoir, quoi. Il faut savoir l'analyser, il faut savoir construire la concertation, il faut savoir aller chercher les publics. Parce que sinon, tu as toujours les mêmes personnes. De toute façon, tu le vois bien. Il faut savoir interpréter. Parfois, c'est pas ce qui est dit, c'est ce qui n'est pas dit qui est intéressant dans la concertation. Tu vois, ce qui n'est pas évoqué, ou ce qui... Enfin, tout ça, c'est un travail de gens compétents, experts, issus souvent de la sociologie urbaine. Ça s'invente pas. C'est pas du journalisme. Ça n'a rien à voir avec le journalisme. J'ai jamais eu vraiment d'association d'habitants en face de moi, très structurée, très organisée, pour organiser quelque chose. Mais non, c'est très peu à l'initiative des habitants eux-mêmes. Mais c'est plus de la revendication que de la construction de projets. Ce qui est dommage d'ailleurs. Ça demande une culture politique de se mobiliser, d'être dans l'associatif. Et c'est pareil, peut-être que le sujet, il n'est pas prioritairement celui-là, en fin de compte. Alors après, il peut y avoir de la mobilisation, notamment dans des débuts de projet, etc., quand des questions ne sont pas résolues de gestion du quotidien. Parce que ça concerne vraiment tout le monde, et là, les habitants s'expriment. Les rodéos, les poubelles, tout ce qui relève aussi d'une forme de dignité de son environnement proche, quoi. L'état des logements, l'état des parties communes, ça oui. Là, les habitants peuvent se mobiliser, peuvent s'exprimer le plus aisément. Est-ce que la concertation des habitants est réellement une matière pour penser le projet ? Si tu ne fais pas de concertation, je pense que tu n'es pas à l'écoute, justement, de ce qui peut être la priorité pour les habitants. Et bien justement, sur ce temps, première réunion avec les habitants et tout. Alors vous les Parisiens, les jeux à palettes, on n'en veut pas, hein, on est bien d'accord ? Vous ne revenez pas avec vos jeux à palettes, les Parisiens. Nous disent, nous on veut une ville normale. Ne venez pas avec des choses qui sont que pour les pauvres. Tu vois, ils ont l'impression, par ces démarches-là, qu'on les renvoie à leur statut de quartier pauvre, qu'ils n'ont pas le droit à la ville normale. Là, on a des revendications exprimées, très clairement. Eux, ils veulent juste des endroits agréables en bas de chez eux, qui durent. Pourquoi nous, on a le droit aux palettes ?
c'est super chill, comme dirait ma fille, quand tu fais ça sur le bord du canal, entre la porte de Pantin et Auch, tu vois. Ok, ça l'est quand même bien moins dans un quartier qui est déjà bien plombé. Ça ne raconte pas du tout la même chose. Ça ne raconte plus du tout la même histoire. Donc tu peux arriver avec des postures, et en plus dans nos métiers, on n'est pas à l'abri de postures dogmatiques. Je te prends un exemple, très simple, le stationnement. Alors oui, il faut décarboner, oui, il faut faire du vélo, oui, tout ça c'est très bien, etc. Mais va dire ça à Aulnay, quand les habitants, ils embauchent sur la plateforme de Roissy à 4h du matin et qu'ils ont, voire pas de transport pour y arriver sur la plateforme de Roissy à 4h du matin, si ce n'est leur trottinette ou leur voiture. Si tu ne fais pas ce travail-là, cette notion de priorité de vécu, je dirais, cette connaissance du vécu, tu ne l'as pas. Et comme cette tendance à faire que nos propres modes de vie, on considère que ça doit être la norme, qui pour moi est le plus grave de nos problèmes, enfin pour nous, dans notre métier, tu vois. Et pareil sur l'aménagement des espaces extérieurs, des espaces en pied d'immeuble. Moi, sans concertation, je ne sais pas faire. Aménager un square, sans concertation, je ne sais pas faire. Je sais faire, si tu veux, je sais mettre des jeux pour les petits, je sais mettre des arbres, tout ça je sais faire. Mais est-ce que ça va correspondre à l'usage attendu ? Il n'y a qu'en concertation avec les habitants qu'on va me dire « Non mais là on n'a pas besoin de jeux pour les ados, des jeux pour les ados, il y en a à 500 mètres, c'est ceux-là qui sont utilisés. Et puis nous on ne veut pas, en bas de chez nous, de jeux pour ados parce que ça va faire du bruit, on veut rester au calme, c'est calme, on ne veut pas plus de bruit. » Que disent ces 3 exemples ? La concertation avec des professionnels experts qui rendent compte et analysent les récits permet d'avoir une connaissance concrète, fine et sensible des réalités du territoire. Cette démarche favorise l'émergence des projets urbains situés et limite les projets hors sol et les idées préconçues qui risquent d'être déconnectées des attentes du terrain. La concertation demande des moyens humains, du personnel expert en particulier des sociologues urbanistes. Dans la réalité économique des tiers-lieux, ce n'est pas possible. Mais ce qui permet d'y pallier est l'implication d'habitants ou de bénévoles qui, eux, sont riches d'une expérience située du quotidien. Ils proposent ou développent des projets de manière plus intuitive car ils sont en prise avec le territoire. En voici un exemple, le Fait-Tout à Montreuil que je découvre un dimanche ensoleillé. Dans le jardin, il y a un concert avec une dizaine de musiciens sur une scène surélevée face à un public. Certains dansent et d'autres sont attablés. Je rentre dans une belle yourte et curieuse, j'entame une conversation avec celle qui me sert à boire. Vous, comment vous appelez ? Pascal. Et moi, je suis canal historique, c'est-à-dire en fait, je suis là depuis le début. Le Fait-Tout, c'est à l'initiative de 3 filles qui ressentaient la nécessité dans le Haut-de-Montreuil d'un lieu convivial pour se retrouver, papoter, enfin une espèce de place de village qui manquait, quoi. Parce qu'il y a des cafés, mais enfin c'est quand même squatté par des mecs, c'est sur le bord de la route, enfin voilà. Elles ont fait une première réunion par le bouche à oreille, et par le bouche à oreille on était à peu près une quarantaine. Et la mairie a entendu parler de notre initiative et elle nous a proposé ce lieu, une convention d'occupation précaire avec Récolte Urbaine qui est à côté. On a partagé le terrain et on a répondu à des appels à projets pour l'aménager, notamment pour la yourte. Au début, on a ouvert avec le container qui est à côté. On faisait que des dimanches, des concerts, des chantiers participatifs, des cafés hors les murs pour se faire connaître. Et puis rapidement, en fait, on a été un peu dépassé par les événements parce qu'il y avait tellement d'attentes. Et ça va faire, en 2026, ça fera 10 ans. Et maintenant, c'est vrai que ça a pris de l'ampleur, quoi. Quel genre de gens fréquentent ce lieu ? Alors, pour la restauration le midi, c'est essentiellement des gens du quartier qui bossent dans le quartier. Des personnes âgées, le soir, c'est très variable parce que c'est aussi bien des gens du quartier que des gens, par exemple, qui connaissent le groupe qui viennent. Donc, il y a beaucoup de gens de l'extérieur aussi. Et puis, on a un autre public qui est tout le public, en fait, qui vient pour les permanences sociales, c'est-à-dire les cours de français, les permanences CAF pour les démarches administratives, la permanence numérique. On essaye de faire des événements où les gens se rencontrent, se mélangent. On y arrive, mais ça demande de l'énergie, quand même. Quoi. Et le quartier, c'est QPV, c'est quartier prioritaire, quartier politique de la ville. C'est beaucoup de personnes seules, avec enfants.
Beaucoup de personnes précarisées quand même. On a un foyer malien pas loin. Après, Montreuil, c'est toujours mixte quand même comme population. C'est-à-dire il y a quand même des pavillons. En même temps qu'il y a des HLM, disons, il y a des pavillons. Donc c'est toujours mixte. Et cette mixité, elle existe dans le lieu, vous trouvez On y arrive. On y arrive quand même, hein. On y arrive. Par exemple, pendant les vacances ou les mercredis, quand il y a des enfants, notre médiatrice, Joyce, elle va dans les cités dire « Ouh, tu viens parce que tu avais dit que tu viendrais à l'atelier ». Donc en fait, il y a la grande sœur qui vient avec tous les petits, les petits frères, petites sœurs, sinon elle ne peut pas venir. Donc ça nous oblige à nous adapter, de faire des ateliers pour les grands et les petits en même temps. Enfin voilà, il faut répondre à ça, quoi. Et puis on fait des grandes fêtes, la fête de la musique, on fait des braderies, des gratiférias, des marchés de Noël. On arrive quand même à brasser, mais il ne faut pas se leurrer, la mixité sociale, c'est quand même un défi, quoi. C'est vraiment, ça se fait pas comme ça, quoi. Et ça répond à un réel besoin du territoire. Ah ouais. Ah bah, il faut voir la CAF et je veux dire, ils n'ont pas envie qu'on ferme, hein. Alors, on est EVS, on est Espace Vie Sociale, donc la CAF nous soutient sur 22 000 euros par an, on doit être. Enfin bon, voilà, c'est quand même pas énorme, plus le point numérique CAF qui a 3 000 quelque chose, 3 200, quelque chose comme ça. Écrivain public, il y en a ici, sinon ils iraient tous à la mairie. Soutien scolaire, sinon il faudrait qu'ils embauchent pour... Ah oui, je pense qu'on est vraiment utile, c'est sûr. Hein. Et qu'est-ce que vous aimeriez développer ou au contraire arrêter Alors moi, j'aurais pas envie de développer ou d'arrêter, mais j'aurais envie d'être aidée. Parce qu'on s'épuise en fait. C'est-à-dire qu'on est 13 personnes du conseil d'administration, vous voyez le dimanche. On fait une permanence chacun. Donc on adore le lieu et puis on ne peut pas faire autrement que de le faire parce que ça fait rentrer des sous. Mais à un moment donné, vous voyez, avec les aides, par exemple les aides pour les contrats aidés qui ont disparu, c'est dramatique. En fait, on a besoin d'aide, on n'a pas tellement besoin de... On fait déjà tellement de choses qu'on a besoin d'aide. Surprise par l'ambiance et l'accueil chaleureux du lieu dans ce quartier assez mort, je reviens rencontrer l'équipe un matin en milieu de semaine. Déab m'accueille et me fait une visite. Notre terrasse, voilà, une maman avec son enfant pour venir profiter un petit peu du soleil du matin. Ici, donc, on est dans la yourte où majoritairement tout se passe ici, surtout la restauration chez nous qui est quand même l'élément moteur de l'association. Dans la yourte, on peut accueillir combien de personnes ? 35 personnes, voire 40 max. Notre cuisine avec la présence de notre cuisinier. Bonjour Théo. Voilà, qui s'occupe à régaler nos papilles. C'est tout rêve là. On s'attable avec sa collègue pour un entretien rapide. Elles ont beaucoup à faire. Moi, je m'appelle Joyce. Je m'occupe un peu plus particulièrement du côté famille et du pôle handicap. Moi, c'est Déab. Je suis chargée de médiation également, mais cette fois-ci avec le pôle senior. Ici, au Fait-Tout, il y a vraiment ce côté de lieu de rencontre, en fait. Un lieu de rencontre informel où tout le monde peut venir et où tout le monde va avoir le même accueil. C'est-à-dire qu'on travaille en particulier avec des publics en perte d'autonomie, donc les seniors et les personnes en situation de handicap. Il va y avoir l'importance sur l'accessibilité à tous, la mise en place d'activités pour ces publics-là en particulier, qui se mêlent aux autres activités, comme les concerts, la restauration et autres. Au niveau du pôle handicap, on développe des partenariats. Par exemple, on a un hôpital pédopsychiatrique qui vient de s'installer juste à côté. Donc là, on est vraiment en relation avec eux pour mettre en place plein d'activités, que ce soit avec les enfants ou avec les aidants, leurs parents, qui peuvent venir se poser ici. Alors le pôle senior, justement, on a proposé pas mal de créneaux de gym douce par exemple, et qu'on a des bons retours. Les ateliers mémoire, qui a beaucoup de succès, que les personnes en demandent, et sortir ces personnes-là de leur isolement, parce que c'est pas le fait de venir boire un café qui les intéresse. Et donc c'est notre mission de trouver encore d'autres ateliers qui peuvent les intéresser, ou de plus en plus des seniors qui viennent, parce qu'il y a des personnes qui passaient devant, ils nous disent non, on ne savait pas que tout existait dans cette association, merci pour ce que vous faites. Le remerciement, c'est le smile.
C'est ça qui est intéressant au fait-tout et qui se fait assez naturellement. On va dire que le cœur du fait-tout, ça part un peu de la cuisine. C'est avec ça que ça a commencé, les dimanches cuisine au fait-tout qui étaient entièrement bénévoles. Aujourd'hui, on a plein d'actions sociales. Typiquement avec le FLE, par exemple. Les personnes apprennent à lire et à parler français. À devenir plus autonomes dans leur vie de tous les jours. On a des élèves qui viennent au cours de français et qui ensuite viennent donner un coup de main sur le service pour continuer à parler en français avec d'autres personnes. On peut avoir des élèves du cours de français qui viennent proposer un concert, proposer un atelier de salsa. Et ça marche très très bien. Les ateliers seniors, on a pas mal de seniors qui se proposent aussi pour le soutien scolaire par exemple. En tout cas, oui, il y a une certaine porosité qui est toujours à travailler et qui permet vraiment la mixité des différents publics parce que le public FLE, c'est pas le même que le public qui va venir faire un repas thématique grec, mais ça marche et c'est toujours quelque chose à travailler pour le J'entends qu'il y a une école juste à côté, non? Oui, l'école Nanteuil, Nanteuil maternelle et primaire. Et primaire. Alors c'est assez marrant parce qu'ils sont vraiment juste à côté. On a pas mal de publics de l'école qui viennent, que ce soit les familles ou les parents après l'école ou pour venir au concert. On a aussi travaillé avec des enseignants qui avaient des projets en particulier, notamment un projet intergénérationnel de journalisme. C'était un témoignage vivant en fait de l'histoire du quartier. Le fait que des jeunes viennent parler avec des anciens qui ont encore la mémoire du quartier. Donc parler de l'ancienne usine Créma qu'il y avait dans le coin. Et pareil, il y a vraiment plein de petits projets comme ça avec les structures du quartier, avec les personnes du quartier qui s'imbriquent au fur et à mesure dans l'association. À côté de ça, ils ont une classe CHAM, donc une classe qui travaille sur la musique. Pareil, ils viennent faire des concerts ici en fin d'année par exemple. Donc il y a des liens comme ça assez naturels en fait. Comment vous tissez du lien avec les structures déjà existantes? Ça va dans les deux sens en fait. C'est vraiment un échange, c'est un dialogue avec le quartier en fait. Au niveau de l'école, on a le directeur, des enseignants qui viennent ici, des parents qui inscrivent leurs enfants au soutien scolaire. Dans l'autre sens, on a des familles pour lesquelles on va aider à inscrire les enfants à l'école. Ça fonctionne vraiment dans les deux sens. Après, c'est sûr, il y a un travail partenarial sur certains points. Par exemple, avec cet hôpital pédopsychiatrique, on s'est rencontrés plusieurs fois pour expliquer ce qu'était le lieu, donc comprendre un peu comment il fonctionne, ce que nous, on peut leur apporter. Ces différentes rencontres font qu'on met des ateliers en place qui soient en accord avec leurs besoins et leurs envies, selon nos possibilités aussi. Alors, on a toute une équipe aussi qui vient se restaurer aussi. Donc ce qui a tissé les liens aussi très fort pour se connaître un peu plus avec l'équipe, etc. Échanger éventuellement sur un projet. Il y avait de ça aussi. C'est ça. Et en fait, les gens prennent assez vite conscience que c'est un lieu autre. La porte, elle est ouverte. On passe la tête, on finit par entrer. On est accueilli soit par des soit par moi, soit par d'autres personnes de l'association, même des bénévoles. Et c'est la discussion en fait. On partage des choses, on se pose des questions et ça se fait assez naturellement. Ça se fait assez naturellement. Oui, tout à fait. Même s'il faut quand même un peu de travail aussi avec les partenaires. Oui, tout à fait. Parce que mettre en place des activités, c'est pas uniquement l'échange entre nos envies et nos besoins, c'est aussi le nerf de la guerre, le financier. Comment est-ce qu'on fait pour financer tout ça, quoi. Justement, je me demandais un petit peu, est-ce que vous avez des envies, des perspectives de développer des choses et du coup, quelles sont les limites et les freins? Développer des choses. Il y a vraiment l'aspect financier qui nous freine. Qui freine un peu, alors que l'envie est là de tous les côtés. Cet aspect financier, il y a aussi le fait que, par exemple, pour le côté, pour le pôle senior, le fait qu'on soit labellisé tiers-lieu autonomie, ça nous donne aussi accès à des actions qui peuvent être mises en place dans l'association et qui sont subventionnées par ailleurs. Donc c'est un travail où nous, on essaye d'être subventionnés de notre côté autant que possible et travailler avec des acteurs qui ont aussi la possibilité d'être subventionnés de leur côté. Il y a aussi la volonté de pérenniser une équipe salariée. Et ça, c'est vraiment important dans le quartier parce qu'on est reconnaissable. Et pour faire avancer les projets, il y a vraiment ce besoin, même s'il y a un énorme travail de bénévoles qui est très très important. Ça soulève une autre problématique. La plupart des contrats ont commencé en contrat aidé.
Et en ce moment, budgétairement parlant, les contrats aidés sont tous en train de disparaître. Donc il va y avoir un moment où les assos vont devoir être en capacité de le faire sur leurs fonds propres. Comment on fait ? Joyce repart illico, accueillir 2 hommes d'un certain âge. Aucune réponse. Donc depuis le 1er janvier, il a touché, il n'a pas complémentaire, il n'a pas été payé. On récapitule. Voilà. Monsieur touche la retraite. Oui. On lui avait dit que la complémentaire santé serait automatiquement versée. Voilà. Depuis le 1er janvier, il n'a toujours pas de complémentaire santé. Voilà. C'est-à-dire que c'est 39,60, je crois. 39,60, je vous fais confiance. Ouais. 39,60, ok. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment vous connaissez ce lieu ? À chaque fois, je viens régler mes papiers ici. Quand je vois quelqu'un qui a un problème, je l'accompagne comme celui-là. Et les gens du quartier maintenant ont repéré ce lieu ici pour venir ils vont partout, mais la plupart, tout ce que moi je connais, je l'amène ici. Il faut venir à un jour précis, une heure précise ou... Non, quand je viens, moi je peux venir à n'importe quelle heure. Je demande, j'ai quelqu'un qui a un problème de ça. C'est lui qui s'occupe, il dit attends, on regarde les agendas, on lui donne un rendez-vous. Tel jour, à telle heure, vous passez avec la personne. Le FETOU s'est développé tout azimut, avec beaucoup d'engagement de la part de ses bénévoles et des équipes, et avec peu de moyens financiers. L'équipe du FETOU prend soin des personnes qui se présentent et de manière individualisée. Prendre soin, c'est le cœur du projet du FETOU, en témoignent les axes de travail vers les personnes âgées ou celles en situation d'isolement ou d'handicap, des personnes non francophones et des plus précaires. Construit à partir des besoins ressentis par les porteurs de projets face aux problématiques identifiées du territoire, il est devenu un lieu indispensable aux habitants et aux partenaires. Avec une programmation socio-culturelle riche, des services diversifiés et des partenariats solides, le FETOU rassemble. Cet espace commun joue le rôle d'institution locale. D'intérêt général, il est comme une délégation de service public. L'espace cuisine et ses activités restent le point fort pour rassembler et œuvrer à la mixité des publics, comme souvent dans les tiers-lieux. La réussite du FETOU n'empêche pas sa fragilité financière et la question de la pérennité des emplois et de ses actions. L'équipe et les bénévoles sont surinvestis et naviguent sur un fil tendu où l'épuisement n'est pas loin. Cette série de podcasts est réalisée au titre du diplôme universitaire Espace commun. Je suis Eva Pénaud, je développe des projets socio-culturels depuis plus de 20 ans, notamment dans les quartiers populaires, dans le cadre d'institutions culturelles et de structures associatives.